Hi everybody, bonjour, je m'appelle Ève Laurier. Je suis la directrice générale de chez Edelman, un cabinet de relations publiques. Je suis aussi formatrice pour la prise de parole publique. Je fais beaucoup de thought leadership. Je travaille un peu avec Lydia d'ailleurs, que je salue. Et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que je gère un bureau de relations publiques. Donc, on peut dire que je suis une femme d'affaires et aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Alors, j'espère que vous êtes à la maison en train de vous applaudir, en train de célébrer parce que je pense qu'il faut continuer à célébrer les journées comme la Journée internationale des femmes aujourd'hui. Et particulièrement, je trouve, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pendant cette pandémie, que les femmes sont au pouvoir, et d'ailleurs, vous pouvez lire beaucoup d'articles là-dessus, font un job extraordinaire à gérer cette pandémie-là. Je pense toujours à Jacinda Ardern, qui est comme mon coup de cœur de gestion, mais franchement, on a beaucoup de modèles féminins en ce moment qui sont en train d'illustrer l'importance d'avoir des femmes au pouvoir, d'avoir des femmes en position d'influence et des femmes leaders. So I'm going to be doing an intro that's going to be bilingual, but eventually you're going to have a guest speaker. I'll introduce her shortly. She's going to be speaking in English, so her keynote will be in English, so you will see the caption in French. And then we'll do the rest of the event with the panelists in French, and then you'll be able to see the captions in English. If there's anything you need, please write in the chat. Et moi, comme vous pouvez voir, là, je peux m'ajuster du français à l'anglais. Les commentaires sont désactivés, donc utilisez le chat, écrivez-nous des questions, envoyez vos commentaires. Ça va être plus dynamique comme ça. Donc, le programme aujourd'hui, premièrement, félicitations aux 3 studios qui ont organisé ça aujourd'hui. J'ai nommé Gameloft Montréal, Lydia Games et Square Enix Montréal. Chez Edelman, on a quelque chose qui est connu à travers le monde qui s'appelle le baromètre de confiance. Et essentiellement, ça mesure la confiance envers les institutions par les citoyens, par 33 000 citoyens. Il y a des choses que les citoyens semblent dire d'année après année dans les 28 pays qu'on sonde, c'est qu'ils trouvent que les entreprises ne font pas assez de collaboration ensemble. Donc, les concurrents devraient plus souvent se parler et mettre leurs ressources ensemble pour essayer de régler des problèmes de société. Et quand je présente ça à des PDG, à des conseils d'administration, on me dit toujours, as-tu des exemples d'entreprises qui collaborent, des concurrents qui collaborent pour prendre un point de vue de société intéressant? Et je vous dirais que c'est très rare. C'est trop rare. Alors, félicitations les filles, je peux dire ça, félicitations les filles, félicitations aux 3 studios d'avoir décidé d'organiser ça aujourd'hui, la Journée internationale des femmes, pour parler justement des enjeux, des ambitions, des opportunités de carrière pour les femmes dans le monde du jeu vidéo mobile. Alors, franchement, a huge congratulations to you guys. Vous êtes vraiment des précurseurs. Fait que là, je vais avoir maintenant, quand les gens vont me dire, mais tu connais-tu des entreprises qui collaborent vraiment? Je vais pouvoir dire, j'en connais 3. À Montréal, c'est des filles qui ont pensé à ça. Alors, donc aujourd'hui, vous allez entendre 3 personnalités, 3 femmes de ces 3 entreprises-là. Je vais vous les nommer tout de suite. Il y a Kim Derom, qui est compositrice et conceptrice sonore chez Square Enix, Montréal. Il y a Marianne Barousse, directrice des services d'infrastructure et de la sécurité en ligne chez Gameloft. Je peux vous dire, pour quelqu'un qui fait de la gestion de crise, la sécurité en ligne, on en gère beaucoup des gestions de crise. Donc, les personnes comme toi, là, dans des entreprises, Marianne, c'est important, très important. Et Leslie Martin, artiste technique de chez Lydia. And now I'm going to say something in English because I'm also very quickly and shortly going to introduce you to your keynote speaker, who's a reporter at IGN. Her name is Rebecca Valentine, and I don't think she needs a thorough introduction because I was told she was the ultimate choice for keynote today. She was the only choice. She was the plan A, and she accepted. So everybody was really thrilled to have her, and I had a chance to discuss with her earlier, so it's going to be fascinating. And just as a joke, I told her she'd be doing it in French, but Rebecca, we know you'll be doing it in English, and it's great. Everybody's bilingual on this call. Donc, quelques stats qu'on m'a données, parce que moi, je connais peu votre industrie, puis peut-être que vous ne la connaissez pas non plus au niveau des stats et des femmes, puis je trouvais que c'était important qu'on puisse tous se mettre dans le contexte de l'événement d'aujourd'hui. Alors, saviez-vous que les femmes représentent seulement 20% des professionnels dans l'industrie du jeu vidéo au Québec? Donc, seulement 20% des femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Par contre, 48%
des joueuses sur le mobile des jeux vidéo sont des femmes. Alors, on voit qu'il y a un manque d'équilibre. Alors, il y a une opportunité pour vous et je peux vous dire que les portes sont grandes ouvertes. Et on m'a aussi beaucoup parlé de la culture du développement mobile. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas dans le jeu vidéo, moi, j'ai un enfant de 7 ans, par exemple, fait que je peux vous dire que des jeux mobiles, en fait, c'est tout mon téléphone iPhone, c'est juste des icônes de jeux mobiles. Il reste CNN et la presse. Après ça, c'est mon fils qui took over. Mais on a vraiment parlé de la culture des entreprises de développement web mobile, de développement du jeu mobile, et qui semble être une culture très flexible, avec beaucoup d'opportunités pour les femmes, puis avec beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Et vous allez voir, les trois conférencières ont des carrières spectaculaires, puis ont monté les échelons, puis ont diversifier leurs apprentissages. Donc, on parle aussi de femmes, on parle de jeux, mais on parle aussi de jeux mobiles. Très, très important, je vais le répéter, mon objectif, c'est de le dire 10 fois aujourd'hui. Alors là, c'est la première fois que je vais vous le dire. On est des femmes privilégiées. We are privileged women on this call. If you're here, you have time to take time off to discuss with us today because you're like one of us and you're a lucky one. Mais il y a beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes qui sont dans des situations précaires, qui sont dans des situations de vulnérabilité. Vous l'avez vu, vous avez vu les nouvelles, les féminicides au Québec, il y en a tellement. Il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus d'advocates pour aider les femmes dans le besoin. Et aujourd'hui, on fait un fundraiser. Alors, même si c'est juste un petit montant, le dollar va être important, mais le geste que vous allez faire en faisant un don va être tout aussi important parce qu'à chaque don ou à chaque personne qui fait un don, c'est une personne de plus qui va parler de la rue des femmes. C'est une personne de plus qui va avoir fait un engagement puis qui va avoir soutenu cette cause-là. Alors, vous voyez qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a mis je donne en ligne, donc la rue des femmes. Soyez pas gênés si le don il est petit, puis soyez pas gênés si le don est très gros. Si vous êtes très, très riche, là, c'est vraiment pas gênant. Là. Allez-y, donnez. Mais si vous avez aussi juste un petit don, faites-le, s'il vous plaît. Puis surtout, 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 aujourd'hui, c'est la journée cette semaine pour parler de ces femmes-là, pour parler de la rue des femmes. Et ben, c'est pas moi qui vais vous parler de la rue des femmes aujourd'hui, ça va être Catherine Hop de Beck, qui est directrice philanthropique de cette fondation, la rue des femmes. Et Catherine, je t'invite à ouvrir, je vois que tu es là, ouvrir ta caméra. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Ève. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de faire ce que tu fais, parce que je sais comment c'est difficile de lever des fonds. Moi, je suis sur le conseil d'administration de la Fondation Marie-Vincent. Je sais que c'est tough. Alors, je te laisse la parole. Explique-nous qu'est-ce que la rue des femmes. La parole est à toi. Parfait, merci. Bien, premièrement, c'est un grand plaisir puis un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui, ce midi, pour la Journée internationale des droits des femmes, donc en compagnie de toutes ces femmes inspirantes que vous allez entendre aujourd'hui. Puis un grand merci à Gameloft, à Ludia et à Square Enix de nous avoir sélectionnés, d'avoir choisi la rue des femmes pour ramasser des dons dans le cadre de ces webinaires-là. La rue des femmes, on est un organisme donc, qui accueille et soigne les femmes en état d'itinérance à Montréal. La rue des femmes a été créée il y a 26 ans par Léonie Couture, une grande féministe, une grande visionnaire donc qui reconnaissait là, les femmes qui étaient dans la rue, qui reconnaissait que les femmes qui sont dans la rue le sont parce que ce sont des femmes qui sont très blessées, qui ont subi de grands traumatismes dans leur vie et qui ont besoin, bien sûr, d'être hébergées, bien sûr, d'être nourries, mais qui ont surtout besoin d'être soignées. À cette époque-là, il y a 26 ans, il y avait des centres d'hébergement à Montréal qui hébergeaient les femmes durant la nuit, mais ces centres-là fermaient le matin à 8 heures. Les femmes se retrouvaient à la rue donc pour passer toute la journée.
Et pour Léonie, c'était quelque chose qui était inconcevable de voir qu'elles étaient laissées à elles-mêmes aérer à Montréal. Alors, elle a créé un premier centre de jour sur l'avenue du Parc, un tout petit centre avec 2 tables, quelques chaises, où elle ouvrait sa porte pour parler aux femmes en état d'itinérance durant la journée, donner un café, donner des vêtements, juste montrer qu'elle était présente, qu'elle était là pour elle. Son idée a cheminé, puis 26 ans plus tard, on est rendu avec 3 maisons à Montréal, donc au centre-ville. Plus de 1200 femmes en état d'itinérance qui sont accueillies à chaque année à la rue des Femmes. L'approche d'intervention de la rue des femmes, c'est une approche qui préconise l'importance de la santé relationnelle. Donc, il y a la santé physique, la santé mentale, mais la santé relationnelle qui reconnaît l'importance du lien avec soi-même, avec les autres, l'importance de la sécurité aussi. On l'a vu depuis 1 an avec la pandémie, le fait d'être coupé de ce lien-là avec les autres, ça a causé beaucoup de problématiques. Donc, imaginez pour les femmes qui sont dans la rue. C'est important, donc comme on le disait, oui, de les héberger, mais c'est important donc de voir à guérir tous ces traumatismes qu'elles ont vécus. C'est des femmes donc qui ont subi souvent depuis un très jeune âge agression, abandon et compagnie, et pour qui la douleur était tellement grande, les traumatismes étaient tellement grands qu'elles se sont coupées d'elles-mêmes, elles sont vraiment figées en état de stress post-traumatique. Et vient un moment où dans la vie, elles ne sont plus capables d'avancer, puis c'est pour cette raison qu'elles se retrouvent à la rue, parce qu'on s'entend qu'il n'y a personne ici aujourd'hui, ou personne, des femmes qui sont dans la rue qui souhaitent se retrouver à la rue et vivre cette vie-là. Les femmes dans la rue sont très vulnérables. Elles sont victimes de violences et c'est ce qui est le plus grave, le plus dramatique pour elles là, dans la rue, cette violence-là, cette vulnérabilité. Donc, 1200 femmes qu'on accueille. On offre bien sûr de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement de transition. Donc, on a 2 centres de jour où les femmes peuvent venir donc durant la journée, prendre un repas chaud, prendre des vêtements, prendre le temps de parler avec nos intervenantes aussi, nos anges gardiennes, comme je les appelle, qui voient à rassurer les femmes, à créer le lien avec elles dans le but d'éventuellement les amener à pouvoir faire un travail sur elles-mêmes puis à pouvoir cheminer pour éventuellement retrouver une vie normale de façon durable. Donc, en plus de ces services de base à la rue des femmes, c'est très important pour nous, comme je le disais, de les aider à guérir ces blessures relationnelles. Donc, on axe beaucoup sur les soins qui vont leur permettre de retrouver la confiance, de retrouver le lien avec elles-mêmes, avec les autres. Donc, ça passe par la psychothérapie, ça passe par le counseling en toxicomanie, mais ça passe aussi par la chorale, ça passe par l'art-thérapie, le yoga. Donc, tout ce qui, comme je le disais, qui va leur permettre là, de refaire le lien avec elles-mêmes, avec les autres. Plus de 50 000 heures d'intervention qui ont été données l'année dernière, donc par les intervenantes et par les spécialistes, là, on les appelle, en santé relationnelle. Donc, voilà, je vous remercie d'être là. Je vous remercie, si vous le pouvez, de faire un don à la rue des femmes. Donc, le lien a été partagé. Donc, on a une plateforme, les Étincelles du cœur, où vous pouvez aller faire un don aujourd'hui et donc qui est ouverte à tous à l'année pour inviter les gens à aller faire des initiatives de collecte de fonds au profit de la rue des femmes. Donc, on est disponible pour vous accompagner si éventuellement plus tard dans votre milieu de travail ou pour votre anniversaire ou dans votre famille, vous souhaitez faire une initiative de collecte de fonds. Cette plateforme donc, est disponible pour vous. Et puis, voilà. Catherine, avant que tu nous quittes, ce que je disais quand on se préparait un peu plus tôt, je ne suis plus claire, là, mais c'est aussi important de sentir le soutien sur les médias sociaux. De donner, c'est une chose, mais je pense que c'est important parce que le plus de gens qui vont partager votre mission, qui vont partager votre nom, le plus que vous allez aider à ce qu'on soit une société protégeante. Donc,
sur quelle plateforme on devrait vous suivre? Facebook ou, On est très présent sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn au niveau professionnel aussi. Donc, effectivement, puis la cause de l'itinérance chez les femmes, c'est une cause qui n'est pas si connue que ça. Des fois, on a des gens qui sont surpris de se dire, ah oui, il y a des femmes à la rue, on ne les voit pas. Les femmes, on ne les voit pas parce qu'elles se protègent dans la rue. Donc, elles ne veulent pas avoir l'air. Donc, itinérantes ou elles vont être habillées comme vous et moi. Puis ça peut être n'importe qui aussi. Hein? Ça peut être quelqu'un qui a une carrière où tout va bien. On a des femmes à la maîtrise, des médecins et tout. Puis un jour, il se passe quelque chose dans la vie et tout s'écroule. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Ben, merci Catherine. Alors tout le monde, on a tous au moins un geste gratuit à faire aujourd'hui, c'est de prendre une de vos publications et de partager ça sur les médias sociaux. C'est la journée pour le faire aujourd'hui. Comme je vous disais, moi, je suis une experte en thought leadership. Alors, c'est facile aujourd'hui de prendre quelque chose comme la rue des femmes et faire la promotion de ça sur les médias sociaux. Alors, merci. Parfait. Je vous invite à aller sur notre Facebook aujourd'hui, donc à aimer la page La rue des femmes, puis à lire un petit éditorial qui a été écrit par Léonie Couture justement aujourd'hui pour la journée des droits des femmes, qui est vraiment très, très bien. Great. Merci beaucoup, Catherine. Et merci beaucoup. À bientôt. Ben, tu restes avec nous. OK, parfait. OK, alors, on est ensemble encore pour 1 heure. Alors, moi, j'écoutais Catherine, puis évidemment, on ne peut pas écouter Catherine et pas être sensibilisé, peut-être parce que je suis vieille, puis dans mon groupe, je commence à voir de plus en plus de femmes itinérantes qui sont aussi des mères de famille. Alors, moi, je fais la première annonce de la journée. Donc, on est 155 participants. Fait que là, je le lock-in à 155 pour chaque, pas de dollar de don, mais pour chaque geste de don. Donc, ça pourrait être jusqu'à 155 fois. J'engage Edelman à donner 5 $. Donc, à chaque personne qui va donner, on va donner 5 $. Donc, ça pourrait faire 5 fois 155. J'espère que ça suscite des dons. Now we're going to switch to English because I'm going to present to you Rebecca Valentine, who's a reporter at IGN, as I said a little bit earlier. Rebecca has been in the video games industry for years. She's written for GamesIndustry.biz, US Gamer, PC Gamer, Wirecutter, and iMore. So she's quite the influencer and quite known. And Catherine, your objective today is to lift up all these women. There's 155 listening to you, so you can inspire them to join this industry, because obviously this is a topic you know a lot about. So Catherine, Rebecca, the floor is yours. Thank you so much. Hi, I'm Rebecca. As Abe said, I'm a reporter with IGN, and I am first extremely honored to be talking to you all. When people ask me why I wanted to be a games reporter, my simple and true answer is that I want to spend my time talking with people who make the games that I love to play. So I'm really honored to get to give a talk today to so many of the wonderful people who are doing or trying to do exactly that. But after feeling extremely honored, my second feeling is that I'm very nervous, which I'm saying out loud to a bunch of people, apparently, 155, I think you said, as a very convenient way to calm my own nerves, but also because the reason I am very nervous conveniently ties into what I wanted to talk about anyway. You know, when Gameloft and Square Enix and Ludia so graciously invited me to do this, my initial reaction when they asked was just utter bafflement, right? Because who am I to come up here and say anything to anyone on Women's Day, right? I mean, I'm not anybody. What do I have to say that anyone wants to hear? And I'm not telling you this to air some deep personal problem that only I have. You know, the desire to tear myself down, to diminish myself and make myself seem small and less than I am, that's something that a lot of people do, and specifically a lot of women tend to do. Easy example. You know, we've all heard it, right? Like it gets tweeted like all the time. Men will apply for a job if they only meet 60% of the qualifications that are listed in that job. You know, women tend not to unless they meet 100% of those qualifications. That's an old study, 2014. It gets quoted a lot, but every time I hear it brought up, all the women in the room seem to relate to it. There's a more recent one. National Bureau of Economic Research did a paper in 2020. Men and women were asked to take a test.
Both men and women came out of it with the same average score. But when they were asked to rate how well they thought they did before they knew their actual scores, men gave themselves an average of 61 out of 100. Women gave themselves a 46, even though they scored exactly the same. Well, basically the same, on average the same. So I assume it's mostly a lot of women listening to this. And I don't think I need to explain to you why we do this. We know why we do this. We're taught from such a young age to diminish ourselves, to make ourselves seem small and weak. And we know it's because, a lot of times we need to, for safety reasons or whatever other reasons, we need to seem less threatening. And I'm sure many, if not most women, have a story where we felt we had to play ourselves off as less smart or less competent or less capable than we are, because we were given reason to believe that if we didn't, we would be hurt in some way. Maybe we were overly polite and friendly to someone who wouldn't back off at a party because we were worried they would get aggressive if we weren't like perfectly nice. Or maybe we don't advocate for ourselves in the workplace because if we do, we're afraid that someone in power will, at best hold us back from the things we want, or at worst retaliate. And those are valid fears. I'm sad to say those things happen. We hear about them all the time in games and other industries too. This is not new knowledge. But even acknowledging that there are real systemic reasons why we sometimes need to protect ourselves this way. The fact is, after years and careers of telling others that we are less than we are, it's so easy to become convinced that that's really the case. So on Wednesday today, I want to do two things. And the first thing I want to do is remind you all that you are so much more than you sometimes might tell yourselves. If you're here listening to this and you're a woman doing anything in the games industry at all, you've already overcome so much just by existing in this space and contributing to the creation of like these amazing games that we get to play. I don't need to go over for any of you how hard things can be for women in this industry, but whether you're just getting started, whether you've overcome countless obstacles to make it into a more senior role, just being in this space at all means you are accomplished. Just taking the steps to try to enter this space means you are accomplished. It can be so easy to internalize that smallness, that weakness that we sometimes portray as a defense mechanism. So I just wanted to make sure that someone told you all today that you deserve to be here. You deserve the good things that have come to you. And if there's a thing you want to do, an opportunity you're offered, a job in this industry, a goal you want to chase, you deserve to go after it with all that you are, all that wonderfulness that you are. I know I'm a stranger on the internet talking to a big group of people with like different levels of experience and motivation, but I wanted to plant another little tiny seed in your brain. So the next time you instinctively want to diminish yourself or believe that you're less than you are, maybe it can help fight back a little. But I also know that no one listening to this is a fool, right? Like we all know that a little more positive thinking is not magically going to solve the struggles of women in this industry. So to kind of go back to being a little bit reflective for a minute, another reason I was initially very nervous about talking today is because of my worry that I was not the person for this task, not just like the usual cocktail of self-doubt. I mentioned earlier, I started writing about games in 2014, about 7 years ago. And until very, very recently, I still thought of myself as, I guess for lack of a better word, a baby in this industry. Someone without any particular power to move things, and certainly not to make this industry better for women, and I don't mean to say that as an excuse, right? Like, it's not like I was sitting on my hands and avoiding advocating for women or something, but I definitely felt a sense of powerlessness, right? And that's ridiculous. And not just because I've been doing this for 7 years. It's been ridiculous from the moment I started doing anything in games. And it's not just true for me. We all have the power to make this industry better for the women in it, no matter what our experience levels or seniority or whatever. So the second thing that I want to encourage you to do today is to uplift your fellow women in this industry. One woman succeeding alone is not the success of feminism. All of us together, collectively, intersectionally, including all women, so trans women, because trans women are women, Black, Indigenous, women of color, queer women, disabled women, all women in this industry, being able to work safely and comfortably, making the wonderful things they want to make, that is success for women. And that collective success is something all of us can contribute to, no matter where we are in this industry. It's obvious right at the most senior levels. So if you're listening to this and you're in a position of power, I hope you're already examining your company's hiring practices to make sure they're not, consciously or unconsciously biased. I hope you're looking at company practices like scheduling, time off, parental leave, harassment reporting structures, promotions, all of that.
And, just asking tough questions about how those might disproportionately have negative impacts on women and all marginalized individuals, and then taking action based on that feedback. If you're at a senior level already with the security to ask tough questions and the power to affect change, I hope you're already doing that to make sure that the women coming into this industry after you maybe can struggle a little less than maybe you did. If you're not already, please start today and follow through every day, not just International Women's Day. This is long-term work that can't stop just because it's not a special month anymore. But for the rest of everyone, people without that power and security, there's still so much we can do. And that's what I've realized recently is that I have the power and you have the power. We all have the power to help make spaces for both the women that already surround us as well as those entering the industry after us. Does your company have an employee resource group for women? Well, go join it if you haven't yet. If you've joined it already, could you maybe take on a leadership role of some kind, or maybe offer to help support it in a way beyond just showing up to meetings? If you don't have a group, well, what if you started one? What would that take? Could you talk to the other women in your office and start some kind of support group like that? Or a different idea. Does your company have a policy somewhere that maybe unknowingly disproportionately causes women to struggle? Maybe because women tend to frequently take on caregiving roles at home and need resources for that. Or maybe there's a harassment policy that's outdated or vague or just isn't working for people. Can you start talking to other women in your workplace about how that could be better and collectively bring your concerns forward as a group to advocate for change? And if that's rocking the boat too much, I know some people aren't in positions where they can push for change like that because it's, not safe for whatever reason. But can you just find a way to set aside a day once a month for women in your workspace to have lunch together, get to know one another, and just feel a little bit less alone? Or can you simply start by making sure you've introduced yourself to all the women you work with, making sure they know your name and face, once we return to the office's face, I guess. But, just making sure that that they know that you're someone they can talk to. And if that's all scary, or if you're in a space where you're the only woman, I know that happens, I've been there, or maybe you're only one of a couple, there's still some things you can do. You can look for and join online as things become safe again, in person as well. There's so many groups to support women in specific fields of game development, programming, audio, art, anything like that. And you can either join those to find people who can help support you, or you can offer your talents and expertise to support people who are there. You can help mentor people who are new to this industry, whether that's, within your company or not. Mentorship doesn't always have to be a formal process. It can simply be being someone another woman can come to for advice, someone trustworthy and kind who makes them feel less alone. And you can also examine the relationships you have with other women in your industry circles. Make sure you're not achieving success at another woman's expense. Make sure that the things you accomplish aren't tearing down the women around you, and instead actively paving the way to bring others up along with you. We don't succeed alone, and we don't succeed by tearing each other apart. I know some of you are hearing this and may already do a lot of these things, because all of the wonderful progress we've made as an industry over the years, it didn't just appear one day, right? It happened because wonderful women, like the leaders that already exist in this space were leading it and giving so much of their time and energy and selves to make it happen. My hope is that there are women listening who have been, standing in the wings, waiting their turn, or, wondering if they can help in some way, but, weren't sure how to start. And I hope to tell you, now's the time. Help lift some of this burden with the folks who already are. You are so much more powerful than you think, and we are most powerful when we stand together. I am also cognizant that while I am a queer woman, I'm also straight passing, cis, and white. I have a lot of privilege in that regard. And I'll just say, there is no real feminism without intersectionality. We have to be doing the work and supporting the work being done to uplift queer women, disabled women, Black, Indigenous women of color. When we talk about uplifting women, we mean all women. That's trans women, queer women, women of color, all of us. We don't get to just dust off our hands and call the job done if we, wake up one day and see the games industry hierarchies are all 50-50 men, women, and we're all still white and cis. What a miserable, hollow outcome that would be, right? And disproportionately, the burdens of change tend to fall, especially on women of color, to move the needle in both this industry and the world. So fellow white women, please look around you in your companies and projects and see where the queer women, the trans women, and the women of color are, and do the work to listen and find out what extra burdens they are carrying, and then go help them carry them. We have to be uplifting them along with all women and making sure that they are not left behind in exchange for easy white feminism.
And if you look around your office and don't see any queer women, trans women, or women of color, you have a much bigger problem that needs addressing. And if you are in a position to impact that, it's time to get to work. And I spent most of this talk speaking to women, so I do want to very briefly address any men listening. You've heard what I'm asking women in this industry to do to uplift one another. I'm asking you to do that for all of us. It is 10 times harder for any of us to do these things because of the gender imbalance, sexism, and years of this being a male-dominated industry. Wherever you are in gaming, you inherently have more power than we do. Use it to lift us up. Use it to give us spaces. Listen to us when we tell you the things we need from you, and then do whatever you can to make sure we have what we need instead of assuming that you know what we need better than we do. I am really, really heartened to see events like Next Levels and so many other celebrations of women in games, as well as there's celebrations of other diverse groups like the Black and queer communities. You know, these kinds of things existed when I started in games, but there have been even more in recent years. It's increasing, and that is really encouraging to me, and I hope to all of you as well. Being able to celebrate ourselves is a sign that this industry is getting safer, more inclusive, more diverse, and it will continue to. You know, I'm not naive enough today to think that it's as simple as, you know, uplifting ourselves and uplifting our fellow women. You know, I know there's so much more, that the issues women face in games are many faceted, but I do believe that we don't overcome them by tearing ourselves down, and we do not overcome them at the expense of the other women around us. We are all really powerful, and we're good, and we're capable of doing so much. And I believe that by the time I have the experience and hopefully fearlessness where doing talks like this doesn't scare me anymore, that these talks can be even more celebratory, right? Because we will have come so far, and the industry will be even more safe and more diverse and filled with amazing women making amazing things, because we do make some amazing things. I believe we're going to get there. I can't wait to celebrate these victories with you all when the time comes. Thank you so much to Gameloft Montreal, Square Enix Montreal, and Ludia for inviting me and uplifting me, for letting me speak today. Thank you to everyone who listened. Can you please consider making a donation if you haven't already to, oh boy, La Rue des Femmes, excuse my horrible American pronunciation. Thank you so much for listening. Happy International Women's Day to everybody, all of you wonderful women. Rebecca, don't go away. Don't go away. That was amazing. I think, honestly, I work with a lot of women and men CEO, but a lot of women CEO this year, specifically because of the pandemic, saying, Eva, I have to speak up more. And they get used to it, but they never stop being nervous. So just so you know, no matter how many of these you're going to be doing in the rest of your career, it's normal that you'll always be a little bit nervous, but you were fantastic and uplifting and so clear in your messaging. So thank you so much. Two things came to mind. Many things came to mind, but two that I wrote down. One is, I don't know if you know that, but this morning I was reading our French newspaper called La Presse, and there was an American stats that said that in the US, there are more CEOs called David than women CEOs in the US. Yeah, I see things like that a lot, yeah. So there are more CEOs called David than women CEOs in the US. So that's something else. And the other thing is, you were making me think a lot while you were speaking about everything that you said. And it's about women in the industry, but for me also gaming. Again, I have a 7-year-old son, and kids grow up with mobile and gaming. And he's always on games, like he's motocross and like biking and the characters are also always guys. And he never plays a game where the character is a woman and he doesn't have to choose. It's just that she's going to be a kick-ass motocross woman, and that's the character you get and go. So I'm sending you all the challenge of also looking at games with the lens of how you're describing the culture and how we have to uplift each other, because I want little boys in our worlds that are playing these games to grow up knowing that women kick ass in sports, for example, by playing these games that you guys are creating on mobile without him having to say, I'm identifying two boys, so I'm going to choose a boy. So I'm sending this in the universe because I think we need games to also reflect everything you just said.
Does that Yes, make please. sense? And do you see It does. I the want to gaming- believe. No, you're right, and I want to believe like the other things that I said. I do want to believe it's getting better. There was a presentation. It was Sony's presentation last year. I do not remember. I don't have it in front of me. I cannot remember what date or what it was for PS5 stuff or something. Yeah. But it was a big, like, really long presentation of all their games. And I remember, like, early in the year, I remember being very struck by how I think it took like 40 minutes into the presentation before I saw a white man as the main character. All of the games up to that point were either women or people of color protagonists, or it was a diverse cast of like various people as well. And that was really heartening to me, because I don't think we would have seen that several years ago. But you are absolutely right that we are not there. Yeah. There are still a lot of games like that, and specifically a lot of mainstream AAA titles where the sense seems to be that we can't market this game if we don't have, if not a big burly man on the cover, then at least a big, we can have a woman as an option, but we're still marketing it with the man. And that I want to see that shift. Write an article about it. Thank you so much, Rebecca. Guys, give me 1 second. I'm back. There's a dog that I babysit at the cottage. I let him in, and now he needs to get out of the house. So this is a 1 second. Okay, so now we're back on. So thanks, Rebecca. You can now turn off your camera. Et je vais revenir en français. En français et tout en musique, parce que nous allons inviter Kim. Kim de Rome. Allô, Kim? Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Kim, tu es compositrice et conceptrice sonore chez Square Enix Montréal et tu es aussi une passionnée de musique. Oui, exactement. Est-ce que tu as un background musical? Est-ce qu'avant de t'en aller en gaming, tu as étudié la musique? Oui, en fait, moi, ça fait très longtemps là, que je baigne dans la musique. J'avais 4 ans et je prenais déjà mes premiers cours de piano classique et j'ai jamais vraiment arrêté de jouer depuis ce temps-là. Puis l'intérêt pour la musique a toujours été tellement présent que j'ai décidé de poursuivre mes études en musique. Donc, j'ai fait mon DEC au Cégep de Saint-Laurent, piano classique, et ensuite mon bac en technique d'écriture à l'Université de Montréal. Wow! Puis quand est-ce que tu as mergé tes deux passions, le gaming puis la musique? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, c'est drôle parce qu'après mes études, je ne savais pas trop, en fait, vers quoi me diriger. J'avais un intérêt vraiment pour le film et la télévision. Donc, j'ai trouvé comme des formations diverses pour me former justement dans ce domaine-là. Mais le point tournant pour moi, vraiment pour le jeu vidéo, ça a été quand j'ai pris un cours à l'université qui s'appelait Création sonore pour les jeux vidéo. Ça m'intéressait, ça m'intriguait de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Puis ça m'a vraiment donné le coup de foudre là, pour cet univers-là. Je trouvais que j'avais vraiment envie de créer pour ces univers-là un peu éclatés, très fantaisistes, où il n'y avait pas de limite. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Donc, j'ai vraiment focusé là-dessus après pour monter mon portfolio, puis après ça, chercher des contrats là-dedans. Puis, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, coudonc, sont où les autres filles? C'est-tu quelque chose, à un moment donné, as-tu une réalisation que vous n'étiez pas nombreuses? Oui, bien déjà à l'école, on était moins nombreuses. Bien, ça dépend. C'est sûr que quand tu étudies, mettons, en piano ou en interprétation, il y a plus de filles parce que là, tu fais des spectacles, tu fais des concerts, tu montes des shows. Mais là, vraiment, quand je me suis dirigée plus vers la composition à l'université, là, le taux de femmes a diminué. On était peut-être, je ne sais pas, 2-3 là, dans le groupe à chaque fois. Donc, oui, je me suis posé la question. Bon, il y en a moins, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins bonne. C'est juste que ça intéresse peut-être moins de filles. Mais je suis quand même contente de voir qu'il y en a de plus en plus. Tu sais, je regarde un peu avec les nouvelles cohortes qui arrivent dans les écoles, puis il y en a de plus en plus. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun de voir ça. Puis, en pré-entrevue, l'autre fois, tu me disais que tu passes beaucoup de temps à mentorer les plus jeunes, à parler, à écouter aussi la relève. Puis donc, elle te parle un peu des fois de leurs craintes peut-être envers l'industrie, puis de leurs craintes envers faire ce que toi, tu fais dans l'industrie. Qu'est-ce que tu entends le plus souvent revenir comme crainte?
Bien, c'est sûr que des fois, ce n'est pas des craintes qui vont être verbalisées là, super clairement, c'est des feelings. C'est des fois dans le comportement, je vais sentir qu'il y a peut-être du non-dit ou des questions qui n'osent pas être posées. Puis des fois, moi, je vais peut-être aller chercher ces réponses-là justement pour rassurer les filles. Puis déjà, comme je disais, il y a déjà plus de filles dans les écoles ou qui s'intéressent au métier. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis si je peux encourager ce petit groupe-là qui m'approche pour me poser des questions, moi, ça me fait vraiment plaisir. Mais les craintes que je ressens souvent, c'est ça, tu sais, on n'est pas beaucoup de filles dans le domaine. Est-ce que j'ai ma place là? Est-ce que je vais être prise autant au sérieux qu'un homme, qu'un gars qui va appliquer pour le même contrat, pour le même poste? Puis ma réponse, évidemment, c'est pas de crainte à avoir, mais c'est dur. Comme Rebecca l'a si bien dit juste avant, c'est quelque chose qu'on a en nous. Des fois, c'est des peurs qui grandissent avec nous. C'est la façon dont on a été éduqué, c'est la culture qui fait qu'on a peur des fois, mais sans vraiment savoir concrètement pourquoi. Donc, c'est des craintes normales. Puis je me suis posé les mêmes questions. Est-ce que j'ai ma place là? Est-ce que je vais être prise au sérieux? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que j'en connais autant, en fait, que les gars qui sont partout, en fait, dans l'industrie, puis encore plus dans l'audio? Il y a encore beaucoup plus de gars. Donc, c'est sûr que c'est des craintes que j'ai souvent ressenties moi-même puis que je ressens des fois chez les jeunes filles qui veulent se lancer dans le métier, là. Puis pour toi, ça se passe comment? Parce que tu as l'air vraiment heureuse, tu as l'air d'être trippée sur ce que tu fais. Oui, tu as encore beaucoup de collègues masculins, pas assez féminins, mais c'est quoi ton expérience à toi? Est-ce que c'est une expérience positive? Moi, ça a été très positif, pour vrai. Malgré toutes les questions que je me suis posées, les peurs que j'ai eues, je dois dire que j'ai vraiment eu beaucoup de support, beaucoup d'aide. J'ai jamais, en fait, confirmé mes craintes. J'ai jamais senti que j'ai été jugée négativement parce que j'étais une femme. J'ai jamais senti qu'on m'a moins aidée ou moins prise au sérieux. Donc, j'ai vraiment eu des collègues, des mentors en or. Donc, ça, j'ai vraiment été chanceuse pour ça. Peut-être que pour d'autres, ça ne se passe pas comme ça, mais pour ma part, ça a vraiment été très, très positif. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'avais même des amis gars qui me disaient mais non, mais attends, être une fille dans le jeu vidéo, c'est cool, là. Tu sais, c'est vraiment pas vu comme ah, n'a pas d'affaires là. Non, les gars aiment ça, en fait, qu'il y a de plus en plus de filles qui osent, tu sais, aller dans le jeu vidéo. Puis là, j'ai pris ça vraiment comme ah, ben écoute, peut-être qu'au lieu de voir ça comme une faiblesse, je vais commencer à regarder ça comme une force. Puis ça m'a vraiment servi de vraiment changer de cap et de me dire c'est une force d'avoir une différence. Puis ça va peut-être même m'aider là-dedans, de faire ma marque, de me faire peut-être un peu plus remarquer aussi grâce à ça. Puis ça a très bien fonctionné pour moi. Puis je ne regrette pas d'avoir pensé comme ça au final. Une dernière chose, on avait 5 minutes, puis on a déjà dépassé notre temps, mais je veux quand même une dernière chose de toi, puis je vais la poser à toutes les autres panélistes. Un conseil que tu peux donner à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment, soit qu'elles sont intéressées par le gaming ou spécifiquement par l'audio, parce que moi aussi, je suis musicienne, je trouve que ça a l'air tellement cool, ton monde, là. Alors, si tu as un conseil à leur donner, c'est quoi? Bien, c'est sûr, c'est de ne pas avoir peur de se faire juger ou de ne pas avoir sa place. Parce que je pense que dès que tu es habité par une passion ou un grand intérêt ou même un petit intérêt, je pense que tu te dois en fait d'essayer, de suivre vraiment ce que toi tu as envie de faire, de ne pas te laisser influencer par peut-être ce que les autres vont penser. Je sais que des fois, ça peut être des messages qui nous entourent, ça, mais tu es sûr tu sais, que tu vas être assez forte ou tu es sûr que ça ne va pas être un peu compliqué. Il ne faut pas écouter ces conseils-là. Il faut vraiment, non, moi, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire peu importe le métier. Il faut écouter ça. Puis après ça, quand toi, tu te convaincs, il n'y a plus de limite. Puis il faut aussi comprendre qu'il y a de l'aide aussi. Il ne faut pas avoir peur de penser qu'on est vraiment les seuls à savoir quoi faire pour réussir dans un métier. Tu sais, moi, je suis dans un métier qui est peut-être un peu moins commun. Puis il n'y a pas de mode d'emploi nulle part. Il y a beaucoup moins d'informations pour savoir un peu c'est quoi le chemin à faire pour se rendre là. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander à des gens du milieu, à voir c'est quoi les ressources, à poser des questions, à contacter les gens. Il n'y a personne qui va recevoir une question de quelqu'un et faire « Mais pourquoi elle me demande ça? » On va toujours être super motivé à répondre à quelqu'un qui s'intéresse à notre métier. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir peur puis d'oser. Dernière affaire, mais là, tu as 10 secondes pour me répondre, puis je n'avais pas préparé pour la question, mais OK. tu pourrais le mettre dans le chat. Y a-tu une musique que tu as créée, que tu es particulièrement fière, que tu dis à tout le monde, allez écouter ça, là, je suis vraiment fière de celui-là. Là. Y en a-tu une trame sonore, quelque chose que tu as créé, que tu dis ça, c'est mon. Ben, c'est drôle parce qu'en fait, c'était à mon précédent emploi. En fait, j'étais à Gameloft avant Square Enix.
Puis j'avais travaillé sur un jeu, je peux en parler parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, là. C'est le jeu Disney Magic Kingdoms. Donc, c'est un jeu de Disney avec tous les personnages qui ont bercé mon enfance, la musique qui a bercé mon enfance. Donc, ça, je suis particulièrement fière parce que c'était au début quand même de ma carrière à Gameloft. Puis, si vous voulez aller écouter les musiques, jouer au jeu, j'ai pas mal eu du fun avec ce projet-là. On va faire ça. Merci beaucoup. Super Merci à toi. intéressant. Salut! OK, Bye. je ne sais pas si, Catherine, tu es capable de voir ce qui se passe au niveau des dons, là, mais si oui, là, n'hésite pas de m'interrompre et de dire, Eve, j'ai un update de dons à vous faire. Alors, parce que je vois qu'il y a du monde qui... oh, c'est écrit 3500 amassés jusqu'à maintenant. Alors, c'est malade. Puis je pense que c'est écrit incluant le don de Lydia, mais je ne sais pas si le don d'Edelman est calculé là-dedans. Puis le don d'Edelman, c'est environ 750 $. Donc, ça va bien, ça va bien. Les filles, vous êtes écœurantes. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à Marianne. Marianne Barousse, qui est directrice des équipes d'infrastructure des services en ligne pour les jeux des plateformes de services. Quel beau titre! Mais Marianne, il faut que tu ouvres ta caméra. Tu es là. Allô? Et Salut! que tu expliques. Parce que ton titre, il est comme... J'ai pas ça, Il est un long. MBA, là. Il est long parce que c'est un peu Il est long, mais compliqué. il est impressionnant. Fait assume-le. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, concrètement? Alors, je dirige les équipes d'infrastructure de Gameloft, donc l'infrastructure qui va faire tenir tous les jeux pour tous nos joueurs et puis aussi qui va permettre à tous les employés dans tous les studios de bien fonctionner. Tu as aussi ce qu'on appelle la plateforme des services en ligne. C'est en fait tout ce qui permet au jeu de pouvoir stocker le profil de ton utilisateur, de pouvoir faire du matchmaking avec d'autres joueurs de ton niveau et tous ces services-là. Et puis finalement, la dernière partie de mon travail, c'est plus sur la sécurité informatique, comme tu avais mentionné au début, qui est importante dans tous les domaines, mais aussi dans les jeux vidéo. Puis on me dit maintenant que tu gères une équipe de 140 personnes. Oui. C'est ça, dans le monde entier. Il y a une bonne partie à Montréal, mais il y en a aussi en Europe, en Asie, parce qu'en fait, on est une équipe qui offre des services pour Gameloft dans le monde entier, pour tous les jeux, tous les studios. Donc forcément, on se doit d'être présent sur toutes les time zones. Est-ce qu'il y a beaucoup de gestionnaires? C'est une grosse équipe. 140, c'est très gros, honnêtement. Félicitations aussi, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes gestionnaires de ton niveau? Tu trouves dans l'industrie du jeu vidéo ou tu considères encore qu'il n'y en a pas assez au niveau de la gestion? Je pense qu'il n'y en a clairement pas assez, ça c'est sûr. À ce niveau-là, il y en a pas beaucoup. Puis dans l'IT, l'infrastructure, tu en as encore moins. Je veux dire, là, on disait, OK, dans les jeux vidéo, tu as 20% de femmes. Puis Kim, elle disait, dans l'audio, tu en as moins. Puis moi, je peux te dire que dans l'infrastructure, tu en as aussi beaucoup moins. Donc, c'est encore plus difficile plus tu vas vers des métiers techniques et moins tu trouves finalement de candidates. Mais finalement, tout est possible. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas un background technique. Et pourtant, je suis à la tête d'une équipe composée de gens techniques. Et donc, tout s'apprend. Il n'y a pas de blocage inconscient ou qu'il faut se mettre là-dessus. Puis la technique, c'est fun. Toi, ton parcours, ça a été quoi? Parce que là, tu es devenu technique, tu es aussi gestionnaire, là, je dirais, de haut niveau. 140 personnes, c'est beaucoup. Ça a été quoi ton parcours? Moi, j'ai fait une école de commerce donc, en France et puis je m'étais plutôt spécialisée dans le management des arts et de la culture. Puis après, ça reprend un petit peu ce qu'on disait dans le sens faut oser. Mon premier emploi, ça a été d'être directrice administrative et financière d'une école d'art. Puis c'était un poste qui demandait 10 ans d'expérience, puis j'en avais 0,5. Puis j'avais vraiment rien à perdre d'essayer. Puis j'y suis allée, puis je l'ai eu. Donc, tout est possible. Donc, j'ai commencé par là, plutôt vraiment dans le milieu artistique. Et puis après, j'ai décidé d'émigrer en Argentine et j'ai cherché un travail dans une entreprise française en Argentine. Et donc, je suis un peu rentrée dans les jeux vidéo par hasard. C'est là où j'ai commencé chez Gameloft. C'était il y a quasiment 14 ans. J'avais pas d'a priori du genre, j'aurais pas ma place. Qu'est-ce que c'est que cette industrie? Pas du tout. Là, pour moi, c'était... il y avait un côté artistique. Dans le jeu vidéo, il y a clairement un gros côté de création, d'innovation. Puis, il y avait un côté technique aussi, mais qui me faisait pas peur. J'étais plutôt curieuse qu'autre chose. Puis voilà, j'ai commencé comme ça dans des postes de gestionnaire. Puis j'ai eu différents postes de gestionnaire là-dedans. Et en fait, la technique, je l'ai apprise
par mes différents postes en tant que gestionnaire d'équipe technique, quelque part. Puis, est-ce que tu sens, comme Kim nous disait, il y a encore une crainte des jeunes femmes par rapport avec votre industrie? Est-ce que tu sens ça, toi, quand tu parles aux plus jeunes, là, la relève, tout ça, ou tu penses que ça se dissipe tranquillement? Je pense pas. Moi, je vois pas trop la crainte. Je vois plutôt quelque chose qui est plus de l'ordre du préjugé culturel. Tu sais, que genre, la technique, c'est fait pour les gars. Tu sais, quand tu es un petit garçon, tu vas te dire, ah, tu vas devenir astronaute. Puis quand tu es une petite fille, on dit, ah, tu pourrais être enseignante ou infirmière ou docteur et tout. Et c'est plus là, en tout cas dans ma partie, dans le jeu vidéo, qui est quand même encore une fois une partie encore plus technique que le reste, où c'est plus quelque chose qui remonte à l'enfance et à la culture. Parce que quand tu commences à 17-18 ans, c'est déjà un peu tard. Tu t'es déjà fait tes préjugés sur bah non, ça ne devrait pas être pour moi, c'est trop technique. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je dirais où il faudrait qu'on fasse plus d'efforts, de conscientisation que les femmes ont autant leur place dans la technique que les hommes, autant leur place dans les jeux vidéo que les hommes, et qu'en fait, au contraire, on manque de femmes. Donc, elles ont, comme disait Kim, c'est plutôt cool d'être une femme dans les jeux vidéo. Puis ce que tu dis aussi, c'est tellement vrai de toutes les industries, c'est que tout s'apprend. Fait que c'est pas vrai que c'est parce que c'est technique, tu peux pas l'apprendre. Si tu es dans une bonne organisation, avec une bonne culture, avec des bons gestionnaires, tu vas toujours réussir à apprendre, puis latéralement, puis monter, puis devenir gestionnaire, puis être plus technique. Il faut juste, comme tu as fait, quand tu es allé prendre ta première job, puis que tu avais 0,5 % d'expérience, tu as levé la main, tu es allé, tu l'as eu. Alors, il faut lever la main, il faut y aller, il faut assumer, il faut apprendre. Oui, faut pas hésiter. Je pense qu'une des meilleures, tu vois, je réfléchissais, c'est quoi une des meilleures qualités ou atouts que je peux avoir, tu sais, qui m'a permis d'avancer. Puis je pense que le premier qui m'est venu en tête, c'est la curiosité. Si tu veux, tu sais, progresser ou être bon dans ton travail, tu poses des questions, puis il n'y a pas de mauvaises questions, puis comme ça te fait apprendre quelque chose. Ah, ça, je ne le savais pas, puis tu creuses un peu, puis un peu plus, puis tu commences à t'intéresser à ce qui se passe autour de toi, puis quelque part, ça te donne aussi, tu sais, plus de confiance en toi sur ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter, parce que tu as une meilleure vision du monde, quelque part, dans lequel tu évolues, quoi. Donc, la curiosité, la capacité d'apprendre, c'est sans genre, là, c'est tout le monde a ça, tu sais, donc Puis si je te posais une dernière question, quelle serait en tant que femme, quel changement tu aimerais voir dans le monde de l'industrie du jeu en tant que femme? Tu as une baguette magique pour changer quelque chose? J'aimerais en voir plus, tu sais, de manière générale, plus de femmes aussi. Tu parlais des protagonistes dans les jeux vidéo. Donc là, il y a clairement un effort de l'industrie pour en montrer un peu plus et d'avoir des leaders protagonistes dans les jeux qui sont plus diversifiés. Mais de manière générale, tu as quand même encore beaucoup des leaders masculins avec parfois des visions hyper sexualisées des femmes. Donc déjà, tu sais, à avoir des employés qui soient plus diversifiés, pas seulement des femmes, mais de diversifier dans le sens large du terme, forcément, ça va avoir plus de créativité. Et puis, quand tu as le choix entre mettre une image avec, je sais pas, une femme avec des gros seins pour faire plus de clics ou une autre image, tu sais, qui correspond plus à tes valeurs, tu vas choisir l'autre image. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais bien voir, tu sais, de manière générale. Dans tout ça. Super. Merci beaucoup. Tu peux fermer ta caméra, mais tu vas revenir tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Merci. Marianne. Et maintenant, il reste Leslie. Alors, Leslie, bienvenue. Et voilà. Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Bien, bien, merci. Est-ce que tu aimerais ça savoir, toi, combien d'argent a été donné à date? Là? On est à 3 500. Donc, on envoie des ondes positives en espérant que ça clique beaucoup pour les dons. Leslie, tu es artiste technique chez Ludia, donc on va parler technique aussi. Ça fait 10 ans que tu es sortie de l'école. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ton cheminement? Oui, bien sûr. Donc, artiste technique, c'est un métier qui est assez nouveau dans l'industrie. Puis moi, ça m'a pris un moment avant de trouver ma place dans ce métier-là. Pour faire écho avec ce que disaient les autres avant moi, je pense que j'avais une bonne idée de ce que je voulais faire depuis assez jeune. J'étais intéressée par le jeu vidéo, puis j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était un peu plus technique et mathématique, tout autant que par l'art. Puis, en fait, j'ai été orientée dès très jeune vers une carrière artistique.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai émis de l'intérêt vers des parcours un peu plus techniques, genre j'ai un souvenir à 14 ans d'avoir été voir une école de jeux vidéo, puis on m'avait dit non, mais je pense que ce que tu aimes faire, en fait, c'est pas vraiment faire les jeux vidéo, mais c'est plutôt faire les cinématiques. Est-ce que tu voudrais pas plutôt travailler dans le cinéma d'animation? Puis j'ai fait des études en cinéma d'animation que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, même au secondaire, j'aimais beaucoup les mathématiques et la science. Puis on m'avait dit, ah, mais tu sais, si tu veux faire de la science, il faut plutôt que tu te tournes vers la médecine. Il va falloir que tu oublies tout ce qui est artistique. En fait, on m'a toujours présenté les choses comme un choix très binaire. Du coup, je me suis vraiment orientée vers une carrière d'artiste. Et c'est en commençant à travailler dans le jeu vidéo, avec le temps, l'expérience et aussi grâce à des collègues qui m'ont vraiment aidé, supporté, écouté, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une place pour ça et que c'est même une place très importante, surtout dans l'industrie du jeu mobile, où on a des plus petites équipes et où il faut beaucoup d'interactions entre les équipes de développeurs et les équipes d'artistes, qu'il y avait tout à fait donc une place pour ce genre de métier et que c'est exactement ce que j'adorais faire en fait. Puis donc j'ai eu Donc, vraiment tu de la penses qu'il y a un chance. certain stéréotype à l'entrée qui dit les choses techniques, c'est un peu moins peut-être d'intérêt pour les femmes. Est-ce que tu te sens ça comme un peu comme barrière, comme filtre? Oui, vraiment, en fait, parce qu'on se demande pourquoi il y a toujours moins de femmes dans les postes les plus techniques et les plus pointus et je pense que c'est pas forcément, qu'il y a moins d'intérêt, mais c'est qu'il y a beaucoup de réorientation, en fait, un peu non réfléchie, et surtout aussi, en fait, beaucoup de chemins, comment dire? Très pointus, des routes un peu, on voit pas l'art comme un spectre, mais comme plutôt une carrière. Si tu choisis l'art, c'est forcément que tu ne vas pas choisir la technique. Et je dis ça avec l'art et la technique parce que pour moi, mon métier Ensemble. est entre les deux, mais c'est comme ça pour beaucoup de choses aussi. Et je vois qu'on a plein de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo qui viennent d'autres parcours avant, donc parcours professionnels qui peuvent amener, en fait, puis je trouve que c'est une force du jeu vidéo, surtout du jeu mobile. On a beaucoup de corps de métier, en fait, c'est un domaine assez récent, le jeu mobile, et donc on a beaucoup de gens qui viennent de corps de métier différents. Et je trouve que avoir toute cette expérience, c'est vraiment une richesse, en fait. Puis moi, pendant longtemps, j'ai vu ça comme un peu une faiblesse en me disant, ah, mais je suis moins bonne que quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Euh, Genre quelqu'un qui était développeur, je suis moins bonne que lui parce que moi, j'ai fait 5 ans d'études artistiques. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande force, en fait, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Puis c'est quelque chose que j'aimerais vraiment encourager chez les jeunes filles en général, parce que je pense qu'on a toutes énormément d'expérience et dans, dans différentes choses, pas forcément professionnelles, mais qui peuvent servir pour le monde professionnel. Puis il ne faut pas Et en tout avoir s'apprend. honte. C'est ce que je suis en train de comprendre de ce que j'entends de toi, de Marianne, de Kim, c'est que tout s'apprend. Right? Est-ce que Absolument. quelqu'un peut passer du technique à l'artistique? Oui, absolument. Pareil, je pense un des points clés, c'est d'être curieux, d'être intéressé, d'avoir l'esprit ouvert et voilà, d'être ouvert à l'écoute des autres. Puis toi, je te demandais, j'ai demandé à Kim là, quelle était sa composition préférée. Toi, y a-tu un jeu mobile sur lequel tu trouves que techniquement parlant, justement, là, tu t'es donné et que tu es vraiment fier de ton résultat? Puis vous allez voir ça, là, ça, c'est ma fierté. Là. Tu peux te. Qu'est-ce que tu. Absolument. Je OK. dirais c'est le dernier jeu de Ludia qui va sortir bientôt, sur lequel je suis en train de travailler. Qui est un jeu qui est pas encore sorti, mais qui devrait sortir bientôt. Puis je pense que beaucoup de gens, leur dernière création reste leur création favorite. OK. Puis Parce que je tu pense que ça va t'améliores de continuer. fois en fois. Oui, on apprend. Évidemment, il y a toujours des choses sur lesquelles qu'on aimerait faire autrement si on pouvait revenir dans le passé, mais tout comme ma carrière, je trouve que j'aime mieux ne pas penser comme ça, mais plutôt en fait le regarder et en être fier en me disant ben, voilà ce que j'ai appris. Puis ça me rend fier de me rendre compte même de
mes à côté de parcours. Ben, est-ce qu'il y a un jeu, ça c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a un jeu que tu regardes que tu te dis ça, j'aurais aimé ça le faire moi? Y a-t-il un jeu que tu dis techniquement, wow? Techniquement, je sais pas, mais moi j'ai une passion pour tous les jeux des puzzle games, les jeux de puzzle, des jeux avec des mécaniques précises. Surtout en fait parce que à la base j'aime beaucoup les jeux qui sont non violents. Et justement les puzzle games sont vraiment là pour le coup, ça met tout le monde à égalité. Puis le dernier jeu de puzzle auquel j'ai joué, auquel j'ai vraiment accroché, s'appelle Baba Is You. Puis c'est très cognitif comme jeu, je le conseille à tout le monde. Bon, ben, tu nous mettras ça dans le chat aussi, à moins que tout le monde le connaisse déjà, là, parce que j'aime bien vos recommandations. Alors, merci beaucoup. Leslie, là, je vais demander aux 3 panélistes. Donc, Leslie reste avec nous. Marianne, Kim, vous pouvez ouvrir vos caméras. Encore une fois, là, j'avais dit 10 fois la rue des femmes. Je dois être rendue environ 6 fois que j'ai mentionné la rue des femmes. Marianne, veux-tu dire à tout le monde de faire un don à la rue des femmes? Eh ben, écoute, ça sera la 7e fois. Moi, je trouve ça fantastique et ce que fait la rue des femmes, et c'est tellement important, comme tu disais, nous, en tant que privilégiés, de pouvoir faire un petit geste. Donc, s'il vous plaît, continuez à donner à la rue des femmes pour encore améliorer la cagnotte. 8 fois, on est presque rendu. Alors, je pense que il y a des questions pour vous. Je ne sais pas si c'est Junelle ou quelqu'un d'autre qui va nous adresser vos questions. Alors, si c'est des questions qui sont spécifiques à vous, on va vous le dire. Puis sinon, ben, on va voir qui d'entre vous, mesdames, veut prendre les questions. Alors, les questions. Oui, on a une question de Floyd qui demande à Kim, est-ce que ça peut être comparé à de la composition de musique de film, ce que tu fais? Oui, comme j'avais dit, moi, j'avais commencé ma formation en musique de film, donc les bases, ça se ressemble beaucoup parce que la plupart des compositeurs aujourd'hui travaillent vraiment à l'ordinateur là, avec des instruments virtuels. C'est très, très rare qu'on ait un orchestre à notre disposition, là, à moins qu'on soit John Williams là, qui compose Star Wars, là, mais ça, c'est pas accessible à tous. Donc, c'est à peu près les mêmes bases. On va travailler avec à peu près les mêmes banques d'instruments, tout ça. Mais ce que je pourrais dire qui est très différent avec le jeu vidéo, c'est qu'on doit penser la musique de façon non linéaire. Quand on joue à un jeu, c'est le joueur qui décide qu'est-ce qu'il va faire comme action, où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va entrer dans cette chambre-là, est-ce qu'il va aller combattre le big boss tout de suite. Et là, la musique doit interagir avec toutes les actions du joueur, ce qui n'est pas le cas dans un film. Le film, c'est vraiment A à Z. La musique va être collée à l'image et ça va être comme ça à chaque fois que tu vas regarder le film, ça va être la même chose. Tandis qu'un jeu, tu peux faire tellement d'actions différentes et il faut qu'on pense à ça de notre côté, à prévoir toutes ces transitions-là, à prévoir toutes ces décisions-là. Donc, ça multiplie un petit peu les possibilités. Ça devient peut-être un peu plus technique à ce niveau-là parce qu'on doit travailler avec des logiciels, des outils différents pour nous permettre de donner justement un bon résultat là-dedans. Mais en termes de composition, n'importe qui a travaillé dans le film ou vice-versa dans le jeu peut aller faire, je pense, de la musique pour les jeux ou les films. Là. Je ne sais pas si ça répond assez à ta question. Merci, Kim. Est-ce qu'il y a d'autres questions du groupe qui nous écoute? Oui. Yes. On a une question ici pour peut-être Marianne. Si nous sommes fortes en planification ou en gestion, mais que l'apprentissage de la langue est plus difficile, le français est ma seule langue, est-ce possible d'avoir une place dans cette industrie? Alors, c'est sûr qu'au Québec, tu peux travailler en français. Après, ça dépend de quel poste de gestionnaire on parle. Évidemment, le français est une langue de travail ici, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes internationales et à partir du moment où tu travailles avec des studios qui sont dans le monde entier, au moins à l'écrit, en tout cas, c'est important de pouvoir maîtriser l'anglais. Ça sera vraiment un plus dans ta carrière d'apprendre l'anglais et de le maîtriser. Je trouve au niveau de la gestion, Marianne, puis au niveau des IT aussi, le langage des TI, c'est un langage comme le langage des finances. On dirait que tout a été écrit en anglais, puis même dans le jargon, même quand on parle en français, on utilise le jargon anglais dans cette industrie-là. Oui, complètement. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise en anglais parce qu'en fait, ce serait bizarre de les dire en français. En tout cas, dans l'IT, c'est sûr. D'ailleurs, l'IT. Exactement. D'ailleurs, le IT, oui.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'après vous, quelles sont les forces qu'apportent les femmes dans l'industrie? Peut-être pour Leslie, celle-ci? Leslie. Oui, comme je disais tantôt, je trouve que chez les femmes, on a plus souvent des parcours divers. Même Rebecca tantôt parlait de l'intersectionnalité dans le féminisme qui est la clé de l'intégration réussie des femmes dans la société. Je trouve que les femmes apportent beaucoup en général parce que on a été peut-être forcé par notre éducation à avoir plus de, je sais pas, avoir j'essaie de pas dire de bêtises. J'allais dire un esprit plus ouvert, mais c'est comme c'est un petit peu borderline là. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des parcours divers et variés, puis ça apporte une richesse dans l'industrie, un air de fraîcheur qui fait du bien. Je sais pas si ça Et répond comme tu as beaucoup à la dit, c'est question. la diversité au complet. Hommes, femmes, c'est juste les genres, ça prend de toute la diversité. Puis si c'est difficile pour les femmes, on peut s'imaginer comment que c'est difficile pour les femmes, comme Rebecca disait, les femmes queer, les femmes handicapées ou à mobilité réduite, les femmes métissées. Alors c'est déjà difficile pour... Au fait, ce que j'entends, c'est que c'est plus si difficile que ça. Ce que j'entends, c'est que vos expériences à l'intérieur de l'industrie sont très positives, mais les perceptions que vous aviez avant de rentrer dans l'industrie n'étaient pas la réalité qui est vraiment meilleure. Donc, je suis vraiment contente de vous entendre aujourd'hui parce que je pense que vous êtes en train d'aider à défaire certains mythes, puis avancer justement pour que les femmes se lancent dans votre industrie en n'ayant pas ces craintes-là. Là. C'est très bien dit. Oui, on a de plus en plus de modèles c'est ça, comme des gens comme Rebecca ou quoi, qu'on voit comme ça de l'extérieur en se disant « Oh, wow, ça me donne la force et puis ça me donne envie d'en faire plus. » Donc, ça l'aide d'avoir des femmes comme modèles, comme Rebecca. Ça l'influence, ça vous sécurise, ça l'aide, ça rassure. Absolument. Ça, des femmes et des hommes qui des poussent les femmes en avant. C'est ça, c'est très important d'avoir des alliés aussi. Leslie just said that one of the things that really helps in breaking the stereotypes of going to work in the industry is having role models like you who are demystifying some of the myths about being a woman in the industry. So your role as an influencer and an advocate actually is having a very positive impact on a lot of women. So I thought I should pass that along to you. That's so kind. Thank you. But that wasn't me. I was just translating. So that no, was thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? And if you have questions for Rebecca, that's fine as well. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, on en a une en anglais ici. How do we make girls more interested to come work in our industry? Peut-être pour Kim, puis si tu es plus à l'aise en français, tu peux répondre en français. Il y a la traduction en direct. En fait, la question, c'est comment on peut rendre l'industrie comme plus attirante pour les femmes, si j'ai bien compris? Plus intéressante pour que les femmes viennent travailler dans l'industrie, oui. Plus intéressante. Bien, c'est sûr que des événements comme celui d'aujourd'hui et d'autres, tout ce qui peut montrer en fait qu'il y a des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, ça peut montrer que c'est accessible, que c'est le fun, que un peu comme on venait juste de dire, c'est pas aussi pire qu'on le pense. On se fait beaucoup de peur avec ça quand on commence dans le milieu. Donc, évidemment, de montrer le plus possible la présence des femmes dans le milieu. Mais des fois, on veut travailler dans un milieu, puis on ne connaît pas personne. C'est comme un rêve qui nous appartient. Puis là, on ne sait pas par où commencer parce que justement, on ne connaît pas personne, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, d'avoir des modèles, d'avoir des événements comme ça qui montrent « Ah, OK, bien, il y a elle » ou « Ah, il y a cet événement-là, je vais y aller. » Ça peut être même des fois des concours, des programmes de formation aussi qui sont offerts aux femmes. Donc, toutes ces choses-là, je pense que ça peut montrer aux filles de s'intéresser à l'industrie. Puis là, après ça, ben là, quand tu commences à faire ton réseau de contacts, ben là, tu te rends compte qu'il y en a plus peut-être que tu pensais. Puis là, ben, c'est là que tu commences ton chemin vers peut-être la décision de vraiment faire le pas, puis d'appliquer, puis de prendre des formations là-dedans. Mm. And I think one of the things to go back to the role of influencers
in the Trust Barometer survey that we do, so again, it's 33,000 people worldwide that answer that, and it's been 21 years we've been doing it. So it's quite methodologically sturdy. One of the things is that people like me is the type of person you trust the most and you're influenced by the most. So find those influencers, find those voices of your industry that represent, like Rebecca, that you're, I keep on thinking about impressed by, but that you admire, and find them and follow them and share their content. And that's kind of the role that we have as well as women in all of the industries, is to start sharing what we discover that's reassuring us as women in business, as women in gaming, so that other people get inspired and reassured. Because when you post something on social, people trust what it is that you post because they relate to you. So don't just follow Rebecca as an example, because you're the only one I know, Rebecca, so I'm going to keep on pointing to you. Don't just follow Rebecca, share what she is saying. And that's how a movement starts. And that's how people start understanding that those are old stereotypes, and really there's a lot more positive in this industry and less stress to have or fear to have about joining the industry. And hopefully the idea, right, is that I am super grateful for all the support that I've received from so many people who did internalize that and who wanted to, you know, magnify my voice and help me out. And my hope is that, you know, now that I have an audience, I can turn around and, you know, hopefully notice the people who are coming up in the industry, you know, I say after me in the sense like time wise, but, you know, and find their content and use the elevated platform that I have to magnify them. And then they turn around and do that for the people coming up after them. And we just keep increasing the amount of women in this space. And we keep increasing, you know, the space that we take up until, you know, hopefully one hopes one day it is no longer a male dominated space and we just take over. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, we have a question here. Can you give some advice for women interested in the technical side of the game industry? Maybe for Leslie, this one? Yep. Mais moi, justement, j'ai un peu struggle là, de trouver ma place dans le côté technique de l'industrie. Fait que je comprends la question tout à fait. Je dirais que, comme ça a été dit tantôt, une des clés, c'est évidemment d'arriver à avoir confiance en soi et d'essayer de travailler peut-être un peu plus fort que d'autres pour balancer un peu le gap et donc ne pas avoir peur d'appliquer pour des positions où on n'a que justement 60% des requirements ou bien moins que ça et y aller. Puis aussi s'entraider, comme on disait tantôt, ne pas hésiter à aller voir, réseauter, voir sur Internet d'autres personnes, notamment des femmes qui sont dans l'industrie, puis essayer de se pousser vers le haut les unes les autres. Puis, mais c'est ça, ne pas avoir peur de se lancer, puis se lancer là où on peut et trouver sa place une fois. Enfin, il n'y a pas de... Je sais que moi, je viens de France, puis en France, on a beaucoup cette crainte d'avoir des portes fermées. Si on commence un travail, par exemple, on va avoir ça marqué sur notre CV, puis comme c'est fini pour le reste de la vie, on va devoir être dans cette branche-là. Puis je trouve qu'au Québec, on n'a pas du tout cette mentalité aussi fermée, en tout cas. Puis justement, il y a beaucoup plus de place pour bifurquer, puis changer de voie, puis ne pas hésiter à expérimenter, en fait. Donc pas hésiter à se lancer quelque part, puis rebondir d'expérience en expérience jusqu'à trouver quelque chose qui nous corresponde vraiment. Super. On a une autre question ici, peut-être pour Marianne. Comment voyez-vous la place des femmes dans l'industrie dans 10 ans, dans 15 ans? Oula, il faut que je sorte la boule de cristal, là. Moi, je pense qu'il y en aura plus, déjà. On est à 20%. Je pense que dans 10-15 ans, là, on devrait vraiment arriver à 40%. Je pense aussi qu'on le verra, quand je prenais les exemples des jeux et des protagonistes dans les jeux, on le verra aussi
dans ce qu'on voit comme personnage dans les jeux, pas seulement les jeux mobiles, mais les jeux en général. Puis ça va permettre à plus de petites filles de s'identifier, de choisir différentes carrières et études, pour lesquelles aujourd'hui, à la base, tu vois pas tant de choses que ça. Tu t'identifies pas forcément dans les jeux, tu n'as pas encore assez, je pense, de rôle modèle de femmes dans cette industrie. Donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps pour évoluer, peut-être sur une question en tout cas de quelques dizaines d'années justement, mais c'est en train d'évoluer. Enfin, tu sais, juste un tout petit exemple. Donc moi, je vous disais, dans mon équipe, c'est très, très technique. Les profils sont techniques et puis en 3 ans, on a triplé le nombre de femmes dans l'équipe. Alors, on est parti de très bas, d'accord, on s'entend. Et on n'a pas triplé parce que j'ai essayé qu'on choisisse des femmes. C'est juste que c'était les plus compétentes pour les postes qu'on recherchait. Donc, en fait, c'est en train de changer. Même dans les milieux techniques aussi, tu as des femmes qui postulent et qui sont à l'aise là-dessus. Donc, ça va changer, je pense, petit à petit. Moi, j'ai une question pour toi, Marianne. Est-ce que dans votre industrie, parce que je le remarque dans d'autres industries, tu arrives, tu fais soit de la création, soit, tu sais, mais tu es dans l'art de faire des jeux vidéo, puis là, tu montes dans ta carrière, tu deviens gestionnaire. Là, gestionnaire, est-ce que tu as encore l'opportunité de jouer dans le sens de créer puis d'être dans le jeu vidéo ou là, tu es rendu trop loin du jeu parce que tu es en gestion? T'es jamais rendu trop loin du jeu, parce que même en tant que gestion comme ça, tu dois comprendre les besoins de chacun des jeux pour juste créer. Même dans la technique, tu as besoin de créer. Tu as besoin de créer un nouveau service qui n'existait pas. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Il existe depuis longtemps, mais genre pour faire de l'auto-traduction dans le chat. Ça n'existait pas. Bon, alors comment tu vas faire? Ça va être quoi le plus efficace? Puis tel jeu veut une feature qui n'existait pas avant. Tu es encore dans la création, même dans la technique, pour être capable d'avoir quelque chose qui va être stable, qui va être performant, qui va être efficace et tout. Donc, non, je ne me sens pas loin de la création. Je pense que ça, c'est important parce que ce que je vois, moi, dans les femmes qui arrêtent, à un moment donné, les femmes arrêtent de monter dans les organisations, puis c'est pas toujours parce qu'elles ont peur, c'est parce qu'elles ont peur de faire que du management, puis de s'éloigner de leur passion du début, qui est plus proche du jeu vidéo. Puis je pense que c'est pas vrai. Moi, je suis devenue dirigeante d'une firme de relations publiques, mais je continue à faire de la gestion de crise média, à appeler des journalistes puis faire du pitch, parce que sinon, juste gestionnaire, j'aimerais pas ça. Fait que je pense que ça aussi, c'est un mythe à défaire, surtout dans votre domaine, parce que les gens vont là à la base pour le jeu vidéo. Puis, tu sais, je peux donner aussi l'exemple, je crois qu'elle est ici parmi nous, Julie Beaugrand, c'est la studio manager de Toronto, puis c'est aussi notre VP Amérique du Nord. Puis, tu sais, genre, en tant qu'à la tête du studio, tu es encore très impliquée sur les jeux qui sont faits dans ton studio et pourtant, c'est la chef d'un studio. Donc, tu peux garder le côté créatif, clairement, même quand tu montes dans la hiérarchie, on va dire. On la salue, chef Julie. Bonjour, chef Julie. D'ailleurs, cette question s'adresserait également à Marianne, à Leslie et à Kim, si elles veulent rebondir là-dessus. Oui, OK, la place de la femme dans 10-15 ans. Un peu comme Marianne, moi, je pense vraiment que ça va aller en augmentant parce que depuis déjà 10 ans, ça augmente sans arrêt. Évidemment, ce n'est peut-être pas le même rythme là, dans tous les départements, mais au moins, ça augmente. Déjà, moi, dans l'audio, je vois déjà en tout cas, beaucoup plus de jeunes filles qui s'intéressent au métier qu'avant. Comme je disais, dans mes cours, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, quand j'en vois qu'il y en a déjà une dizaine, je suis comme, c'est le fun, ça fait déjà beaucoup de filles qui s'intéressent. Dans les autres départements aussi, tout ce qui est plus technique, tout ce qui est plus peut-être gestion, là, Leslie, Marianne le prouvent en fait qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer puis de le faire, puis qu'il y a des femmes qui sont compétentes là-dedans. Donc, je pense que plus on en parle, plus on montre que c'est possible, plus on montre que c'est accessible, plus ça va inspirer d'autres filles à se lancer. Puis, c'est un cercle vicieux. En fait, plus on a de modèles, plus on va inspirer des jeunes à le faire, puis plus il va y en avoir, plus il va y avoir des modèles, donc ça n'arrête plus. Donc, moi, je pense vraiment que le chiffre exact, là, je ne peux pas le dire. On n'a pas comme Marianne dit, on n'a pas de boule de cristal, mais 40%, ça serait vraiment le fun. Là. C'est presque une personne sur deux qui serait C'est presque possible. Tu sais, genre là, je ne l'ai pas dit, mais il y a une équipe de jeu à Gameloft Montréal, on est quasiment à la parité. Tu sais, genre... Ah, bon, c'est
c'est nouveau, c'est chouette, puis donc c'est possible, quoi, avec tous les profils de l'équipe de jeu. Donc, c'est quelque chose, voilà, on peut y croire. Oui, tout à fait. Puis même, j'ai un ami qui travaille dans un studio, puis lui, il me disait, ben, on est moitié gars, moitié fille, c'est extraordinaire, tu sais, c'est du jamais vu. Donc, c'est possible, c'est pas si loin que ça, en fait. On parle de 10-15 ans, mais peut-être que ça va arriver plus vite qu'on le pense. Les choses peuvent évoluer assez vite avec justement les messages qu'on passe, les réseaux sociaux, les conférences comme ça. Donc, tant mieux si ça va plus vite qu'on le pense, mais ça va en augmentant. Puis ça, c'est vraiment le fun. Je dirais que dans 10-15 ans, effectivement, c'est dans assez longtemps pour espérer se dire que plus que 40%, là, au moins la moitié, l'équité, puis plus de minorités aussi, puis dans les postes de production aussi, dans les équipes de développement. Parce qu'à Ludia, on a beaucoup de femmes, mais ça reste encore quand même, si on regarde dans les équipes de production, il y a des fois, on n'est pas souvent à la parité. Moi, dans mon équipe, on l'a, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais même encore, si on regarde dans les équipes de production, la plupart des femmes, ce sont des artistes. Puis donc, si on regarde la portion de développement, back-end, IT, tout ça, on en a de moins en moins. Donc, moi, je parie que pendant 10-15 ans, on en aura beaucoup plus dans tous les domaines, puis ça sera bien. On a d'autres questions. On a vraiment beaucoup de questions, en fait, dans la section Q&A. Une ici que peut-être tout le monde pourrait y répondre également. Attending game conferences tend to be male-dominated. Did you ever feel intimidated, and what would be a tip to deal with it? Est-ce que Kim, tu voudrais commencer peut-être? Oui, ben en fait, c'est comme je disais un peu tantôt, il y a beaucoup... c'est sûr que s'il y a plus d'hommes artisans là, dans le milieu du jeu vidéo, ben, il va y avoir une plus grande proportion d'hommes qui vont prendre la parole, qui vont participer à des panels ou à des conférences. Mais c'est pas parce que... C'est ça, des fois, ça peut lancer le mauvais message du sens « Ah, ben si on voit juste des hommes, c'est que c'est un métier d'homme ou c'est eux qui sont peut-être meilleurs pour aller prendre la parole. » Peut-être les femmes, on est peut-être un petit peu plus timides de prendre la parole parce que, comme on disait au début de la conférence, peut-être qu'on a plus de crainte, on se dit qu'on est peut-être moins bonne, on est peut-être moins à l'aise. Puis on veut pas se tromper, on veut pas se faire juger. Donc peut-être qu'avec toutes ces craintes-là, on se dit, ben gars, je vais passer mon tour, puis je vais les laisser parler. Peu importe les raisons. Je pense que faut, comme on répète depuis le début, il faut qu'il y ait de plus en plus de présence féminine qui prennent la parole. Puis ça va venir équilibrer, en fait, ce que les gens voient. Parce que c'est sûr que si tu n'es pas dans le milieu, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe pour vrai. Puis justement, toutes les trois, là, une fois qu'on a les pieds dans l'industrie, là, on voit vraiment ce que c'est. Donc, pour celles qui veulent entrer dans le milieu, puis que là, elles ne savent pas trop, ça a l'air un peu mystérieux, tout ça, l'industrie du jeu, je ne connais personne qui peut me renseigner, ben, ça peut faire peur de voir, pas peur, mais ça peut peut-être donner la mauvaise impression. Ah, ben, on voit juste des hommes qui prennent la parole, on voit juste des hommes dans les génériques de films, dans les génériques de jeux vidéo. Mais c'est ça, c'est vraiment de se montrer le plus possible quand on est une femme, puis de parler en fait au nom des autres. C'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. On parle au nom des autres femmes. On ne parle pas juste pour nous, notre petite expérience. C'est vraiment au nom de toutes les femmes pour montrer. Puis on est juste trois aujourd'hui. On parle de 3 domaines, mais il y en a plein d'autres. Là, on peut juste parler de nos spécialités, mais il y en a plein d'autres femmes qui pourraient prendre la parole aujourd'hui puis dire « Moi, j'ai vécu ça comme ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. » Donc, dans des événements comme des conférences comme aujourd'hui, bien, quand c'est mixte, c'est sûr qu'on va voir peut-être plus d'hommes, mais plus il va y avoir de femmes, bien, plus à un moment donné, peut-être que la norme va devenir différente, peut-être 50-50 et tout ça. Ça devrait l'être, en fait. Les organisateurs devraient faire attention à ces choses-là, de ne pas juste avoir, par exemple, des hommes blancs qui viennent parler, de vraiment penser à toutes les différences possibles pour inspirer toutes les personnes qui s'intéresseraient à ces métiers-là, en fait. Je dirais même aussi que tout ce que tu dis, je suis absolument d'accord avec. Puis ça prend aussi des alliés. Moi, je sais qu'au début de ma carrière, puis aujourd'hui, il y a clairement une différence. Puis ce qui a changé notamment, c'est que j'ai des collègues hommes qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui, en m'écoutant, en fait, en me laissant la place. Et pendant les réunions ou les meetings, c'est très important pour tout le monde
de s'assurer. C'est surtout un problème aussi de introverti, extraverti, là, de s'assurer de ne pas prendre trop de place, de parler trop longtemps, en fait, et observer les autres, puis leur laisser des temps de parole. Puis ça prend aussi en fait un bon corps RH hein, dans toute entreprise. La direction a beaucoup changé. Aujourd'hui, à l'UDIA, on a des gens qui font, comme l'événement d'aujourd'hui, qui aident beaucoup à mettre les gens en valeur, puis à écouter les autres aussi. On a beaucoup de conférenciers qui viennent, en tout cas, qui venaient au studio quand on avait un studio ouvert. Mais c'est vraiment, ouais, écouter les autres, puis laisser la place aux autres pour parler et s'entraider. C'est une différence. Super. Je pense qu'on s'attire à sa fin, mais il y a une dernière question qui est très intéressante, j'aimerais qu'on adresse. Le fait que les jeux mobiles soient joués par beaucoup de femmes, est-ce que ça influence votre travail? Y a-t-il une différence sur ce point-là entre les studios mobiles versus consoles? On peut peut-être y aller avec Marianne? C'est sûr que l'audience des jeux mobiles, elle est mieux partagée souvent que l'audience des jeux consoles par genre. Et aussi par rapport à la population, l'audience. Après, tu as certains genres qui sont présents sur le mobile, qui sont surtout joués par des femmes. Par exemple, les match 3, les petits puzzles ou des jeux plus qu'on appelle des jeux plus casual. Après, je veux dire, pour chaque jeu, on va définir une audience cible et on va adapter notre jeu par rapport à l'audience. Donc, forcément, le fait que tu as une audience féminine qui va, par exemple, potentiellement plus chercher des jeux avec de la collaboration et pas seulement de la compétition. Donc, selon l'audience que tu vas rechercher, tu vas changer quelques features de jeu où tu vas mettre l'accent sur une chose ou une autre. Donc, c'est sûr qu'avec une audience plus féminine, je pense que ça change un petit peu la manière dont on fait nos jeux. Puis au niveau de la musique, moi, je me demande, Kim, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce que ta musique est, je ne sais pas si ça se dit, mais genrée? Est-ce que tu as de la musique qui est plus féminine versus de la musique qui est plus... Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu réfléchis quand tu composes? Bien, c'est sûr qu'on se questionne toujours à savoir un peu c'est qui le public cible. Ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, mais c'est pour l'ensemble du jeu. Tu sais, c'est pas juste OK, là, le public cible, c'est peut-être plus les femmes, donc là, le côté artistique va faire plus ça. Je pense vraiment que le jeu doit être fait de façon à faire plaisir à tout le monde qui va y jouer, à toucher, en fait, à toutes les personnes qui vont vouloir y jouer. Moi, musicalement parlant, j'ai jamais vraiment eu une espèce d'influence. Là. Ah oui, c'est vrai, là, le jeu s'adresse peut-être plus, comme Marianne vient de dire, mettons, des jeux plus casual, des petits matchs 3. Tu sais, j'ai travaillé sur des jeux comme ça, mais ça m'a pas influencé au niveau où j'ai changé mes idées, où j'ai eu une approche vraiment différente juste à cause de ce détail-là. C'est ma couleur, en fait, que je veux mettre dans le jeu, tu sais, que je sois, qu'on soit une fille ou un gars. Tu sais, je pense que moi, en tout cas, je parle pour moi en tant qu'artiste, j'ai envie vraiment de mettre ma signature dans un jeu, mais il faut que ça marche avec le jeu. Il faut que ça fonctionne avec le jeu. Il faut que ce qu'on voit et ce qu'on entende, ça fasse du sens. Il faut que ça plaise. Il faut que ça me plaise aussi, mais il faut que ça plaise au public. Il faut que ça plaise aux gens avec qui j'ai fait le jeu. Donc, le fait que ce soit des femmes ou des hommes, le public cible, ça ne va pas tant influencer ce que je vais créer. C'est vraiment pour les besoins du jeu et des goûts des gens en général. Merci. Marie-Michel, je pense que ça tire à sa fin, mais c'est à toi de me dire s'il y a d'autres questions dans le Q&A. J'allais justement dire, ça tire à sa fin, donc j'allais te passer la parole pour le mot de la fin. OK, bien, est-ce que Catherine, tu as un update? Je vois que le dernier update qu'on a, c'est 3775 d'amassés. Fait que je ne sais pas si on a un update, ça serait-tu le fun d'arriver à 4000? Hein, un beau 4000. Catherine, je vois que tu es là. 3800! Ah! Bravo! OK, parfait. Fait que je vais mettre le 198 et, aidez-moi, là, et 44 là. Fait qu'on l'a, notre 4000. Fait que... Merci beaucoup. C'est vraiment super. Puis c'était vraiment inspirant de vous entendre, mesdames, aujourd'hui. C'était vraiment une belle expérience. Et merci beaucoup de tout ce que vous avez fait pour l'Arc des femmes.
Ben, écoute, et félicitations à tout le monde. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va mettre 5 000, excuse-moi. 500. N'aie pas peur. 500, donc 4 500. Hey! Merveilleux. Ben, Merci beaucoup. honnêtement, c'est ça. Il y a de la détresse en ce moment. Il y a des femmes vulnérables en ce moment plus que jamais. J'ai été très touchée personnellement de voir le premier ministre ouvrir sa dernière conférence de presse en commençant avec la situation des femmes dans la vulnérabilité en ce moment parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui vivent des choses à cause du confinement, qui doivent quitter leur maison parce qu'ils sont plus capables de se faire violenter. Donc, c'est vraiment, vraiment important le geste que vous avez fait aujourd'hui. Mon mot de la fin, c'est pour toutes les panélistes. Leslie, Kim, Marianne, merci tellement d'avoir partagé vos expériences avec nous. Vous êtes extraordinairement inspirantes, compétentes, ouvertes, transparentes, authentiques. Donc, vraiment, c'est un plaisir. Moi, je ne connais pas grand-chose à votre vie, puis là, ça me donne le goût d'en apprendre plus. Rebecca, thank you so much for your advocacy speech. I thought it was very inspiring as well. Very positive, very inclusive, and it feels like it's really something you've connected with, and I think your message is going to transcend and it's really going to connect to a lot of people. So thank you for doing that, although I know it was stressful. Et moi, ben, je vous remercie d'avoir été si nombreux. On a été de 154 participants, on est rendu à 99 après 1h30. C'est génial. Merci vraiment beaucoup. Merci à Junelle qui m'a proposé de venir animer cette journée-là avec vous. Puis gardez ça le restant de vos carrières, la collaboration entre entreprises d'une même industrie. C'est vraiment ça qui peut faire changer le monde. C'est ça que les gens veulent voir. Donc, félicitations, encore une fois, vous êtes des précurseurs là-dedans. Ça prenait des temps pour le faire. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous voulez me suivre sur LinkedIn, je pose beaucoup de choses, évidemment, aussi sur les femmes, beaucoup d'événements aussi pour les femmes gestionnaires comme vous. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma plateforme LinkedIn. Merci Marie-Michel, merci tout le monde qui a participé. Thanks everybody.